Diablo a un jour ramené à Tempest 3 jeunes femmes pour un but bien précis, une décision qui semblait à première vue insensée. Pour un démon primordial, l'idée même de se placer sous l'autorité de quiconque relève de l'impensable, tant leur orgueil et leur puissance ancestrale les placent naturellement au-dessus des lois de soumission. Et pourtant, ces 3 sœurs, une fois arrivées à Tempest, semblent contre toute attente s'épanouir pleinement dans leur nouvelle existence au sein de la Fédération de Limul. Mieux encore, elles ont développé un respect sincère, presque une forme de déférence, envers certains des subordonnés les plus puissants du roi démon Limul. On a d'ailleurs pu observer ces primordiales s'adresser à certains cadres de la nation des monstres en employant des marques de politesse et de respect, chose absolument inédite pour des êtres de leur rang. Dans cette vidéo, nous allons donc dresser la liste des figures que ces 3 sœurs respectent véritablement et vous découvrirez, parmi elles, des présences pour les moins surprenantes gravitant autour de Limul lui-même. Restez donc jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer de ces révélations. Dans le monde cardinal, les démons sont fréquemment dépeints comme le symbole ultime de la puissance et de la terreur. Mais parmi eux, il existe une catégorie à part. Ceux qui existent depuis l'aube même de la création du monde. Ceux qui trônent depuis toujours au sommet même du royaume démoniaque. Ces entités portent le nom de démons primordiaux, et ils comptent parmi les créatures les plus anciennes et les plus redoutées de tout l'univers de Tensura. Nous allons donc revenir en détail sur la position qu'occupaient ces 3 primordiales, avant même leur arrivée à Tempest, au sein de la hiérarchie complexe et impitoyable du monde des démons. Commençons par Testarossa, qui était alors connue sous le nom de Blanc, la primordiale blanche. Bien avant de devenir la stratège et l'attachée militaire de Limul, elle possédait déjà une intelligence si redoutable et une influence si vaste qu'elle parvenait à manipuler l'Empire de l'Est depuis l'ombre, tirant les ficelles politiques sans jamais se dévoiler ouvertement. C'est elle qui a déclenché un événement d'une horreur absolue, connu sous le nom de tragédie du lac Écarlate, un massacre si total qu'il a littéralement englouti un royaume entier dans un océan de sang. Cet événement tragique a pris naissance dans un petit royaume nommé Silberia, autrefois placé sous la protection secrète de Blanc, grâce à un pacte ancestral passé avec sa lignée royale. Ce royaume de Silberia était dirigé par le père de la première princesse de la famille royale, une jeune fille nommée Blanche, dont le destin allait devenir le point de bascule de toute cette tragédie. Lorsque Blanche a posé les yeux sur Blanc pour la toute première fois, son cœur en fut instantanément bouleversé. Bien qu'elle ait rapidement compris que cette femme mystérieuse n'était pas humaine, elle se mit à la considérer comme une grande sœur, développant à son égard une affection sincère et profonde. Blanc, de son côté, découvrait pour la première fois de son existence millénaire ce que signifiait avoir une véritable amie. Malheureusement, Blanche s'est retrouvée prise au piège d'un complot politique fomenté contre son royaume, et c'est précisément pour venger cette amie chère à son cœur que Blanc a déclenché l'épisode tristement célèbre de la tragédie du lac Écarlate. Seul, sans aucune aide, Blanc a anéanti l'intégralité de l'armée du royaume, exterminé jusqu'au dernier membre de la famille royale et transformé le territoire tout entier en un lac écarlate, une étendue d'eau à jamais souillée par le sang des victimes. Cette scène demeure encore aujourd'hui une véritable vision d'Apocalypse, un tableau digne des enfers eux-mêmes, et elle est devenue l'épisode emblématique illustrant la cruauté sans limite de Blanc, ainsi que la puissance magique absolument écrasante qu'elle était capable de déployer. Cet événement est encore raconté et redouté à travers tout le monde de Tensura. Le simple fait de prononcer le nom de Blanc suffit, y compris au cœur même de l'intrigue principale, à faire ressurgir le souvenir de ce massacre chez de nombreux soldats qui se mettent alors littéralement à trembler de terreur. Rien que la connaissance de cet incident suffit à comprendre à quel point Blanc, devenu depuis Testarossa, représente une entité aussi fascinante que terrifiante. Pour connaître toute cette histoire en profondeur, veuillez regarder cette vidéo juste après. Venons-en maintenant à une autre primordiale, celle qui répondait autrefois au nom de Jaune. Contrairement à Testarossa, Jaune ne recherchait qu'une seule chose: affronter sans relâche des adversaires toujours plus puissants qu'elle, quitte à semer la destruction la plus totale sur son passage, simplement par jeu et par soif de combat. Parmi les victimes collatérales de cette quête destructrice, figurait nul autre que Léon Cromwell, un roi démon, au même titre que Limul lui-même. Jaune s'était mis en tête de bombarder sans relâche Eldorado, la cité dorée dirigée par Léon,
et à cause de cette campagne de destruction continue, c'est Léon qui en portait injustement le blâme aux yeux du monde, ce qui ne faisait qu'aggraver sa situation déjà bien compliquée. Léon, ne pouvant matériellement pas vaincre une primordiale d'une telle puissance, se retrouvait contraint à une posture purement défensive, ce qui était pour le moins pitoyable pour un être de son rang. Jaune, dans le monde démoniaque, avait ainsi acquis une réputation redoutable. Elle défiait absolument tout démon qui lui semblait suffisamment fort, sans distinction ni retenue, et elle finissait systématiquement par tous les réduire en miettes, laissant penser qu'aucun adversaire ne pouvait véritablement lui résister. Enfin, la troisième sœur, Ultima, portait autrefois le nom de Violette. Elle excellait dans l'art de la torture la plus cruelle, pratiquée en toute discrétion dans des salles secrètes, et maîtrisait à la perfection le maniement des poisons les plus subtils, ce qui faisait d'elle l'une des entités les plus redoutées et les plus évitées de tout le royaume démoniaque. Comparée à ses deux sœurs, Violet, devenue Ultima, apparaît bien plus fréquemment dans l'anime ainsi que dans les OVA, ce qui explique pourquoi de nombreux spectateurs la connaissent déjà relativement bien. Violet ne se contentait jamais de simplement éliminer ses ennemis. Elle prenait un plaisir malsain à les plonger d'abord dans le désespoir le plus total, avant de les conduire lentement vers la mort. Dans le tout premier film de la franchise Tensura, intitulé Scarlet Bond, Violette avait confié une diadème à la famille royale d'un petit royaume nommé Raja. Ce diadème était imprégné d'une puissance magique considérable, capable de neutraliser les toxines empoisonnant les mines du royaume, mais cette faveur avait un prix terrible. À chaque utilisation, la vie même de celle qui la portait se trouvait progressivement rongée et consumée. Violet était alors vénérée comme une véritable déesse ayant accordé un miracle à ce peuple, mais son véritable objectif était tout autre. Pendant des siècles entiers, elle rongeait patiemment l'âme de cette lignée royale, la préparant méthodiquement à devenir un jour son propre vaisseau d'incarnation dans le monde matériel. Ce sourire innocent et enjoué qui caractérise Ultima cache en réalité, sous cette apparence trompeuse, une cruauté si abyssale qu'elle parvient à faire reculer même d'autres démons et rois démons, pourtant blasés par des siècles de violence. Dans l'OVA intitulé Le rêve de Coléus, une scène reste d'ailleurs particulièrement marquante. On y voit Ultima éclater de rire avec une légèreté presque enfantine, en s'exclamant que les déchets n'ont qu'à disparaître, tout en massacrant ses propres subordonnés, et particulièrement marquante, un geste d'une désinvolture glaçante qui résume à lui seul toute l'ampleur de sa personnalité sadique. Ses trois sœurs, qui ont traversé et survécu à d'innombrables millénaires depuis l'aube de la création, n'avaient absolument aucun besoin de se soumettre à qui que ce soit au sein du royaume démoniaque. Elles se considéraient elles-mêmes comme les forces absolues et incontestées de leur monde, ne possédant même pas dans leur conception la notion d'obéissance envers autrui, des créatures solitaires, hautaines, évoluant loin au-dessus du commun des démons. Mais tout cela a radicalement basculé le jour où elles ont rejoint les rangs de Limul. En côtoyant Limul en personne, ainsi que la multitude d'habitants aux profils si variés qui peuplent la nation des monstres, les certitudes qu'elles avaient bâties depuis la nuit des temps se sont vues, les unes après les autres, complètement pulvérisées. Ces créatures, autrefois indifférentes à tout ce qui leur semblait plus faible qu'elles-mêmes, en sont venues, progressivement, à employer des marques de respect et des titres honorifiques envers certains individus. Un changement qui ne pouvait s'expliquer par la simple force brute, mais qui révélait l'existence d'un lien bien plus profond et complexe. Voyons donc à présent en détail les figures que ces trois sœurs respectent véritablement et parfois même redoutent intimement. Le premier artisan du destin bouleversé des trois sœurs n'est autre que Noir, plus connu sous le nom de Diablo. C'est en effet Diablo qui est retourné dans le royaume démoniaque sous prétexte de rassembler des subordonnés d'élite au service de Limul, et qui a littéralement recruté les trois sœurs par la force, sans leur laisser le moindre choix dans l'affaire. De leur point de vue à elles, l'insatisfaction envers Diablo, qui était pourtant autrefois leur égal parmi les primordiaux, demeure incommensurable et profondément ancrée. Un sentiment complexe les habite face à celui qui les a ainsi enrôlés de force. Au-delà même de la contrariété, c'est surtout l'attachement obsessionnel et presque maladif que Diablo voue à Limul, ainsi que la désinvolture avec laquelle il les traite elle-même, qui alimente chez elle une irritation constante qu'elle peine à dissimuler.
Pour Diablo, les trois sœurs ne représentent au fond rien de plus que des pions destinés à servir les intérêts et le confort de Seigneur Limul. Peu importe à quel point leur fierté personnelle peut être immense, cela ne semble tout simplement pas concerner Diablo le moins du monde. Les trois sœurs se sont ainsi retrouvées contraintes d'écouter, jour après jour, Diablo leur vanter sans relâche les mérites extraordinaires de Limul, sachant que la moindre marque d'insubordination de leur part entraînait une sanction immédiate et sans appel. Elles qui trônaient autrefois au sommet du monde démoniaque ont ainsi dû goûter à l'humiliation d'être traitées à sa guise par celui qui était censé être leur égal, Diablo. Il faut dire qu'en réalité, Diablo, ayant reçu un corps matériel ainsi qu'un nom directement de la part de Limul, disposait déjà d'une puissance de combat écrasante comparée à celle des trois sœurs, ce qui rendait la situation d'autant plus difficile à contester pour elles. Cependant, il est également vrai que l'existence même de Limul, cet être capable de nommer Diablo et de le placer ainsi sous son autorité, a fini par transformer leur mécontentement initial en une curiosité grandissante et sincère. En observant à quel point Diablo pouvait vouer un culte presque fanatique à Limul, les trois sœurs ne pouvaient s'empêcher de se demander quel genre d'être extraordinaire pouvait bien pousser quelqu'un d'aussi puissant à un tel degré de dévotion. Quoi qu'il en soit, dans le cadre des tâches quotidiennes et des rivalités de position autour de Limul, Diablo demeure pour elle un obstacle constant et particulièrement difficile à contourner. Testarossa, en particulier, reconnaît volontiers les compétences remarquables de Diablo, tout en étant profondément consterné par son amour quasi obsessionnel et déviant envers Limul. Diablo, fidèle à sa doctrine du Seigneur Limul avant tout, ne se soucie absolument pas du mécontentement des trois sœurs, et même les sommités du monde démoniaque semblent constamment menées en bateau par ce démon pour le moins excentrique. Vient ensuite celui qu'on ne présente plus, le roi démon le plus puissant qui soit, Rouge, alias Guy Crimson. Les sentiments que les trois sœurs éprouvent à son égard sont un mélange complexe fait à la fois de profond respect et d'une crainte révérencieuse. Guy, en tant que démon primordial, possède un niveau de puissance qui dépasse d'une tête entière celui de tous les autres primordiaux, se dressant ainsi devant les trois sœurs comme un mur infranchissable qu'elles ne pourront jamais espérer surpasser. Tout au long de la longue histoire du monde démoniaque, la puissance de Guy est demeurée et incontestée, faisant de lui une entité que tous redoutent sans exception. Les trois sœurs, en particulier, ont par le passé défié Guy en combat singulier à de multiples reprises, s'inclinant systématiquement devant lui, avant de s'enfuir en lançant quelques paroles de défi bien senties. Le fait qu'elle s'obstine, elle qui déteste tant perdre, à le provoquer encore et encore, relève déjà en soi de l'anormal, mais cela ne fait que souligner à quel point la force de Guy demeure insondable et sans limite apparente. Cette détermination inébranlable à le défier, malgré des défaites répétées, mérite certes d'être saluée. Mais il faut bien admettre qu'elle s'attaquait simplement à un adversaire d'un tout autre calibre. Testarossa elle-même reconnaît pleinement la puissance de Guy. Lors d'une visite de ce dernier à Tempest, on a même pu observer Testarossa, habituellement d'un calme et d'une assurance à toute épreuve, perdre son attitude sereine habituelle pour adopter une posture bien plus vigilante et sur ses gardes. Voir la si placide Testarossa se tendre ainsi face à un interlocuteur constitue en réalité un événement particulièrement rare et révélateur. Testarossa porte une estime considérable à la fois pour l'intelligence stratégique et pour la puissance de combat de Guy, et elle semble chercher autant que possible à éviter tout affrontement direct avec lui. De son côté, Guy porte lui aussi un regard extrêmement élogieux sur les trois sœurs, et tout particulièrement sur l'intelligence et les capacités de Testarossa. Guy avait en effet toujours porté une grande estime à Testarossa, et lorsqu'il apprit par Diablo que Blanc avait reçu un nom et obtenu un corps matériel, il ne put s'empêcher de s'exclamer intérieurement que ce château appartenait désormais à quelqu'un d'autre, laissant transparaître une pointe d'inquiétude avant d'afficher une expression résignée et quelque peu blasée en réalisant que tout cela était, encore une fois, entièrement de la faute de Diablo. L'évolution des trois sœurs suffit à elle seule à stupéfier jusqu'au plus puissant des rois démons, et cette tension permanente qui règne entre les entités trônant au sommet du monde démoniaque ne manque jamais de tenir le spectateur en haleine. On ne peut d'ailleurs qu'attendre avec impatience de voir comment les interactions entre Guy et les trois sœurs continueront d'être développées dans la suite de l'œuvre.
Mais s'il existe bien une personne au sein même de Tempest qui suscite chez les trois sœurs à la fois la stupéfaction la plus totale et un profond respect, c'est sans conteste la première secrétaire, Shion. Comme nous venons de le voir, elles reconnaissent pleinement les capacités remarquables de Diablo. Et pourtant, elles ont pu assister, incrédules, à des scènes où ce même Diablo se fait traiter par Shion de simple deuxième secrétaire, voire de garçon de thé, avant même d'être physiquement corrigé à coups répétés sur le crâne, jusqu'à en ressortir complètement sonné. Il faut bien l'admettre, pour elle, une scène pareille doit ressembler à un véritable bug dans la matrice de l'univers. Après tout, on parle de Diablo. Shion, elle, n'éprouve absolument aucune retenue lorsqu'il s'agit d'employer la force physique contre Diablo, ce démon primordial, pourtant si redouté de tous. En assistant à ce spectacle proprement stupéfiant, les trois sœurs n'ont pu que ressentir un respect grandissant envers Shion. Face à cette scène, qui défie toute logique établie dans le monde démoniaque, mais que Shion accomplit avec un naturel déconcertant, les trois sœurs en sont naturellement venues à s'adresser à elle en employant le suffixe honorifique « san », la surnommant respectueusement « Shion-san ». Cette femme capable de maîtriser sans le moindre effort apparent un Diablo que même elle n'osait affronter directement est probablement apparue à leurs yeux comme une véritable héroïne. La scène où Shion assène un coup retentissant sur la tête de Diablo, tout en lui hurlant de ne surtout pas gêner Seigneur Limul dans ses activités, représentait, pour les trois sœurs, un spectacle absolument inouï. Après tout, il s'agit tout de même de Diablo, celui-là même qui régnait autrefois aux côtés d'elle en tant que démon primordial, en train de se faire frapper la tête sans aucun ménagement, de quoi susciter la stupéfaction chez n'importe qui. Mais la force de Shion ne se limite absolument pas à sa seule puissance physique. Sa compétence unique, connue sous le nom de Cook, mais dont la véritable nature cachée derrière ce nom, renvoie littéralement au pouvoir de réécrire de force le résultat de n'importe quelle situation, une capacité que même les démons jugent parfaitement déraisonnable et effrayante. Lorsque les trois sœurs ont découvert que cette compétence permettait littéralement de transformer n'importe quel plat, aussi immangeable soit-il à l'origine, en un mets absolument délicieux par la simple réécriture forcée du résultat, elles n'ont pu qu'éprouver une terreur redoublée face à une telle puissance. Elles en sont même venues à sérieusement se demander si l'une des raisons profondes pour lesquelles Diablo ne parvient jamais à s'opposer à Shion ne résidait pas justement dans cette histoire de cuisine. Et il faut bien avouer qu'elle n'avait pas complètement tort, puisque Diablo lui-même s'est retrouvé dans une situation pourtant censée être totalement impossible pour un être de son rang, à souffrir de troubles digestifs après avoir bu le café préparé par Shion. Par ailleurs, en tant que première secrétaire de Limul, Shion demeure constamment à ses côtés, ne le quittant presque jamais. Pour les trois sœurs, cette position privilégiée de Shion, qui reçoit ainsi l'affection profonde et constante de Limul, représente sans doute également une cible de jalousie sous-jacente. C'est précisément pour cette raison qu'elles évitent soigneusement de s'opposer à elle, préférant même activement chercher à obtenir ses faveurs et à la ménager autant que possible. Ce qui rend Shion particulièrement redoutable aux yeux de ces démons, habitués à calculer chaque mouvement stratégique, c'est justement son comportement imprévisible et parfaitement incontrôlable. Un adversaire avec lequel la logique et le raisonnement ne fonctionnent tout simplement pas, représente, d'une certaine façon, l'ennemi le plus terrifiant qui soit. La relation qui unit la violence impulsive et instinctive de Shion à la tolérance, dont fait preuve Limul à son égard, demeure également un domaine totalement incompréhensible pour les trois sœurs. Cette combinaison de férocité brute, capable de faire reculer même les démons primordiaux, doublée d'une cuisine que l'on pourrait littéralement qualifier d'arme redoutable, dont même Limul cherche parfois à s'échapper, explique parfaitement pourquoi les trois sœurs en sont venues à l'appeler avec tant de déférence. On pourrait presque dire que Shion incarne, en réalité, la véritable patronne de l'ombre au sein de Tempest. Dans un tout autre registre que le respect qu'elle porte à Shion, les trois sœurs redoutent et vénèrent également une autre figure. Cette dernière dégage une aura absolument écrasante, capable de mettre en difficulté non seulement Shion elle-même, mais également Diablo, voire même Veldora. La terreur qu'inspire Shuna ne provient nullement de sa puissance de combat. C'est bien plutôt son pouvoir de commandement absolu et sa maîtrise parfaite et totale de la gestion du quotidien qui impressionne tant.
En sa qualité de véritable bras droit administratif de Limul, chargé de superviser à la perfection l'ensemble des aspects de la vie quotidienne au sein de la nation, on peut fréquemment observer même les démons les plus assoiffés de sang se redresser instinctivement dès qu'ils se retrouvent face à elle. Les trois sœurs semblent avoir compris, par pur instinct, qu'il s'agit là d'un être qu'il ne faut surtout jamais mettre en colère. Le sourire de Shuna, en particulier, dissimule une terreur d'une profondeur insondable. Lorsque quelqu'un commet une erreur, Shuna ne hausse jamais le ton. Elle se contente, avec un calme et un sourire d'une sérénité déroutante, d'entamer une remontrance à la fois précise et absolument sans pitié. À l'instant même où résonne sa voix limpide et posée, demandant innocemment « Oh, que faites-vous dans un endroit pareil ?» Les habitants de la nation des monstres se figent instantanément au garde à vous. On a même pu observer, à de multiples reprises, Limul lui-même se raidir de nervosité, alors même que ce n'est pourtant pas lui qui se trouve visé par la réprimande. Cette pression purement psychologique représente sans doute, pour des démons qui apprécient généralement davantage la souffrance physique directe, le type de torture le plus redoutable et le plus difficile à supporter qui soit. Enfin, Shuna se trouve également profondément impliquée dans la gestion des finances ainsi que dans les affaires intérieures de Tempest, occupant ainsi une position que l'on pourrait qualifier, dans les faits, de véritable dirigeante de l'ombre de la nation tout entière. Si les trois sœurs ne se permettent jamais de semer le chaos à leur guise au sein même de Tempest, c'est très certainement uniquement parce que le regard vigilant et constant de Shuna pèse sur elles en permanence. Elles savent d'ailleurs parfaitement, pour l'avoir constaté de leurs propres yeux, que lorsque Shuna se met véritablement en colère, c'est le fonctionnement tout entier de la nation de Tempest qui se retrouve instantanément paralysé. Par ailleurs, la maîtrise que possède Shuna en matière de technique magique et de construction de barrières atteint elle aussi un niveau que même les démons considèrent avec une admiration particulière. La beauté et la précision des cercles magiques tissés par Shuna sont telles que même Testarossa, pourtant véritable spécialiste reconnu de la magie, ne peut s'empêcher de laisser échapper un soupir d'admiration devant tant de maîtrise. Il faut dire que la désintégration de Shuna atteint un tel niveau de contrôle qu'elle est capable de ne faire disparaître que les vêtements d'une cible sans toucher un seul cheveu de sa tête, un exploit de précision que les trois sœurs n'avaient encore jamais eu l'occasion d'observer. Shuna a ainsi enseigné à des démons pour qui seule la force physique brute avait jusqu'alors de la valeur, qu'il existait des formes de terreur bien plus subtiles que la simple puissance des poings. Il n'existe probablement personne, au sein même de Tempest, capable de résister à la pression silencieuse et implacable que dégage Shuna. Le respect que les trois sœurs vouent au roi démon Milim Nava est d'une toute autre nature. Il naît d'une crainte révérencieuse face à une puissance pure et absolument incontestable. Les sorts que seul Milim peut utiliser, tout comme l'immense quantité de magicules qu'elle manipule et la structure même de sa magie, sont si hors normes qu'il demeure impossible à analyser, même pour les démons primordiaux, malgré leurs extraordinaires capacités de calcul. Les trois sœurs, en assistant à la puissance proprement déraisonnable de Milim, n'ont eu d'autre choix que de s'incliner et de capituler devant l'évidence. Les démons constituent pourtant une race réputée pour sa maîtrise du savoir et de la magie, mais la force de Milim dépasse allègrement et sans effort tout ce que leur sens commun pouvait imaginer. La technique emblématique de Milim, Dragonova, représente à elle seule un niveau de puissance totalement hors norme, même aux yeux des démons primordiaux les plus expérimentés. Ce sort, capable de compresser une quantité astronomique d'énergie magique pour libérer, en une seule frappe, une puissance destructrice suffisante pour anéantir aisément une planète entière, voire un système stellaire complet, demeure impossible à analyser ou à comprendre dans son principe fondamental, quels que soient les efforts déployés pour en percer les mystères. Or, une force que l'on ne parvient pas à comprendre représente, pour des démons qui accordent tant d'importance au savoir et à la connaissance, à la fois leur plus grande terreur et, dans le même temps, l'objet du plus profond respect qu'ils puissent éprouver. Par ailleurs, le contraste saisissant entre le caractère innocent et enfantin de Milim et la violence absolue qui s'oppose à cette apparence constitue également l'un des facteurs qui inspirent une véritable crainte révérencieuse chez les trois sœurs. Milim, qui passe habituellement son temps à jouer comme une simple enfant insouciante, se transforme, dès lors qu'un véritable combat s'engage,
en une force capable de pulvériser ses ennemis sans la moindre once de pitié. Cette violence d'une pureté presque enfantine chez Milim, capable de dévaster une ville entière même dans le simple cadre d'un jeu innocent, représente une arme à part entière, même aux yeux des démons. Il suffit qu'elle se laisse un tant soit peu emporter par une contrariété passagère pour qu'une montagne entière soit soufflée et que le relief même du paysage s'en trouve transformé. En étant témoins directs d'un tel spectacle, les trois sœurs ont sans doute fini par prendre pleinement conscience d'une vérité fondamentale. Si Milim venait un jour à déployer toute sa puissance réelle, sans aucune retenue, ce serait le monde lui-même qui risquerait de s'effondrer purement et simplement. Les trois sœurs ont probablement saisi cette réalité de manière purement instinctive. C'est précisément pour cette raison qu'en voyant Milim se montrer aussi proche et familière avec Limul, les trois sœurs, tout comme Diablo d'ailleurs, ne peuvent s'empêcher d'être une nouvelle fois stupéfaites par l'attrait proprement anormal que possède Limul sur les êtres les plus puissants de ce monde. Cette puissance de Milim, incompréhensible même pour la connaissance et la capacité de calcul primordiale, amène ainsi les démons, pourtant si brillants à réaliser, qu'il est parfaitement inutile de chercher à la comprendre par le raisonnement. Milim incarne, en somme, la véritable personnification de l'absurde et du déraisonnable. Il existe également une figure que Testarossa reconnaît, non pas pour sa force brute, mais bien pour ses capacités intellectuelles. Il s'agit de Hinata Sakaguchi. Testarossa portait une estime particulièrement élevée envers le mode de pensée constamment calme et parfaitement logique de Hinata. Cette capacité à ne jamais se laisser emporter par ses émotions et à toujours prendre des décisions d'une précision chirurgicale a visiblement séduit Testarossa, elle-même connue pour sa froideur et son intelligence acérée. Lors des négociations qui se sont tenues entre Tempest et le Conseil de l'Ouest, l'habileté diplomatique, ainsi que le sens politique dont a fait preuve Hinata, ont profondément impressionné Testarossa. L'attitude de Hinata, qui, malgré une puissance militaire considérable, ne s'en trouve jamais grisée et cherche systématiquement la meilleure solution possible, plutôt que la voie de la force brute, a certainement représenté quelque chose de particulièrement rafraîchissant et intellectuellement stimulant pour des démons habitués à tout résoudre par la violence pure. L'estime que Testarossa lui porte est si élevée qu'elle est même allée jusqu'à penser qu'un rapprochement entre Hinata et Limul ne serait pas déplacé, reconnaissant ainsi implicitement que Hinata possédait toutes les qualités requises pour être digne de devenir la compagne de son propre maître. Une preuve éclatante de la valeur que Testarossa accorde aux capacités et à l'intelligence de Hinata. La compétence unique de Hinata, appelée mathématicien, lui confère une précision de calcul redoutable ainsi qu'un style de combat totalement dénué de tout geste superflu, ce qui correspondait parfaitement au sens esthétique si exigeant de Testarossa. Pour Testarossa, Hinata ne représente pas simplement un être humain ordinaire, mais bien l'un des rares adversaires capables de partager avec elle le plaisir d'un jeu intellectuel de haut niveau. Le rationalisme presque glacial de Hinata se rapproche d'ailleurs étonnamment du mode de pensée propre aux démons eux-mêmes. Le fait qu'une figure aussi froide et impitoyable que Testarossa puisse tenir de tels propos élogieux à l'égard de Hinata en dit long sur l'estime qu'elle lui porte. Dans la guerre pour devenir l'épouse officielle de Limul, Hinata a peut-être obtenu la carte la plus puissante qui soit, l'approbation de Testarossa. Enfin, les trois sœurs considèrent également les 4 véritables dragons, avec à leur tête Veldora, comme des existences appartenant à une catégorie totalement à part. Leur puissance écrasante, ainsi que leur quantité d'énergie magique, totalement hors norme, représentent, même aux yeux des démons primordiaux, des existences manifestement supérieures à leur propre rang. Ces créatures draconiques, dont il n'existe que 4 exemplaires dans le monde entier, peuvent véritablement être considérées, sans aucune exagération, comme l'incarnation même des lois fondamentales de l'univers. Cependant, il serait faux de croire que les trois sœurs se contentent uniquement d'éprouver une simple crainte révérencieuse envers ces figures. Rester sur une défaite sans réagir a le don de les exaspérer profondément. Lors de la guerre contre l'Empire de l'Est, Testarossa s'est ainsi retrouvée totalement impuissante face à la puissance écrasante de Velgrind, subissant une défaite cuisante devant cette dragonne. Pourtant, loin de se laisser briser moralement par cet échec, Testarossa n'a fait qu'attiser en elle une flamme combative encore plus intense,
animée par la ferme conviction qu'elle triompherait lors de leur prochaine confrontation. Avec un sourire paisible et une assurance glaciale, elle a même laissé entendre que la prochaine fois, ce serait bel et bien elle qui réduirait en cendres ce dragon incandescent. Peu importe qu'il s'agisse d'une créature draconique appartenant à une catégorie que l'on considère habituellement comme totalement hors de portée, les démons demeurent malgré tout des créatures d'une arrogance sans limite, toujours prêtes à chercher la victoire coûte que coûte. En ce qui concerne Veldora en particulier, bien que les trois sœurs entretiennent avec lui une relation relativement décontractée et familière au sein même de Tempest, elles ne relâchent jamais pour autant leur vigilance face à sa puissance véritablement insondable. Même en sachant pertinemment qu'elles affrontent là une entité d'une force presque irréelle, les démons primordiaux conservent toujours ce réflexe instinctif de vouloir rendre coup pour coup lorsqu'elles se sentent lésées. On ne peut d'ailleurs qu'admirer, avec une pointe d'amusement, cet esprit de repartie qui pousse ces trois sœurs à défier sans relâche jusqu'à des créatures draconiques. Au sein même du donjon de Tempest, l'entité que les trois sœurs redoutent et respectent le plus demeure incontestablement Zégion. Zégion était un grand scarabée qui, avec Apito, a été recueilli et protégé par Limule. Depuis lors, en tant que gardien suprême du labyrinthe de la nation des monstres, sa force est d'une nature telle que le seul terme qui puisse véritablement lui rendre justice reste celui d'une robustesse absolue et quasiment indestructible. Cette puissance de combat écrasante, qui fait de lui le combattant le plus redoutable de tout le labyrinthe, apparaît comme absolument anormale, même aux yeux des démons les plus expérimentés. Il faut également ajouter que Zégion appartient à la race des insectares, une catégorie de créatures qui, comme Diablo lui-même l'avait un jour fait remarquer, résistent particulièrement bien aux effets de la magie, faisant d'eux de véritables monstres considérés comme les ennemis naturels des démons. Une capacité martiale pure, absolument remarquable, une carapace d'une résistance quasiment inébranlable et un sens du combat glacial et d'une précision implacable, voilà ce qui caractérise Zégion. Plus particulièrement, la compétence ultime que possède Zégion, connue sous le nom de Méphisto, lui permet de dérégler totalement la perception de ses adversaires en concrétisant un monde illusoire entièrement façonné par sa seule volonté, un univers parallèle qui lui est propre, où il règne en maître absolu. Même les démons, pourtant des formes de vie spirituelle réputées pour leur résistance exceptionnelle face à toute altération de la réalité, se retrouvent piégés avec une facilité déconcertante dans la réalité fabriquée par Zégion. La dévotion quasiment fanatique que voue Zégion à Limule constitue également l'une des raisons pour lesquelles les trois sœurs le considèrent comme un être véritablement à part. Son attitude, qui consiste à ne tolérer absolument aucune insulte à l'égard de Limule et à éliminer systématiquement tout ennemi de ce dernier, laisse même transparaître, aux yeux des démons, une forme de folie particulière. Lors des combats d'entraînement organisés au sein du labyrinthe, les trois sœurs ont eu l'occasion de se confronter à de nombreuses reprises avec Zégion, et à chaque affrontement, elles se sont retrouvées stupéfaites par sa force insondable et sa résistance hors du commun. Ni les attaques physiques, ni les assauts magiques, et pas même les attaques mentales les plus sophistiquées, ne parviennent à avoir le moindre effet sur lui. Chacune de leurs offensives, aussi puissante soit-elle, n'a jamais réussi à égratigner ne serait-ce qu'une seule fois la carapace de Zégion. Autrement dit, Zégion se révèle être une sorte de scarabée invincible, doté d'une résistance totale et absolue face à n'importe quel type d'attaque, quel qu'il soit. Face à cette solidité et à cette loyauté sans faille, les trois sœurs ont fini par éprouver un profond respect envers lui, continuant depuis à s'entraîner régulièrement au sein du labyrinthe pour approfondir toujours davantage leur relation avec lui. Luminous elle-même décrivait autrefois Violet comme une entité sombre, malveillante, et véritablement synonyme de cruauté absolue et sans pitié. Alors pourquoi cette même femme, devenue Ultima, ouvre-t-elle son cœur uniquement face à Limule? Lorsque Diablo les a amenés à Tempest pour la première fois, Ultima et ses deux sœurs se tenaient devant Limule en dissimulant totalement leur véritable identité, suivant scrupuleusement l'ordre reçu de masquer entièrement leur nature de race. La précision de cette dissimulation était telle qu'elle demeurait indétectable même par des individus du niveau des chevaliers sacrés. Et pourtant, Limule a réussi, avec une facilité déconcertante, à percer à jour l'identité véritable des trois jeunes femmes. En réalité, cet exploit était uniquement dû à l'intervention de Raphaël,
et Limule lui-même n'y comprenait absolument rien sur le moment. Mais aux yeux des trois sœurs, la scène a très certainement dû apparaître comme si Limule avait parfaitement perçu leur véritable nature, pour ensuite juger que cela ne représentait finalement pas grand-chose d'important à ses yeux. Ce qu'elles ont alors ressenti n'était pas de la peur, mais bien de la curiosité, et même quelque chose de plus profond encore. Ce qui a également profondément touché le cœur d'Ultima, c'est l'acte même de nomination accompli par Limule. Alors que Guy Crimson lui-même avait un jour affirmé que le fait de nommer des démons primordiaux représentait un acte tellement dangereux qu'il fallait, pour l'accomplir, accepter le risque de sa propre disparition en tant qu'entité divinisée, Limule, lui, était parvenu à accomplir cette prouesse sans la moindre difficulté apparente, et ce pour les trois sœurs en même temps. Dans le monde cardinal, l'acte de nomination ne constitue jamais un simple rituel anodin. Il s'agit d'un acte engageant sa propre vie, puisque l'énergie magique ainsi transmise ne revient fondamentalement jamais à celui qui l'a offerte. Pour des démons qui accordent une importance suprême à la puissance avant toute autre chose, cette seule preuve suffisait amplement à établir la valeur exceptionnelle de Limule. Enfin, Limule a par la suite confié à Ultima le poste de procureur général du ministère public, une fonction consistant à enquêter sur les grands criminels du pays et de les traduire en justice. À première vue, ce rôle peut sembler totalement en décalage avec la personnalité d'Ultima, mais en réalité, il n'en est rien. Pour une personne aussi brillante qu'Ultima, capable de réciter par cœur l'intégralité des codes juridiques en cours de rédaction, ce poste représente une scène parfaite, lui permettant d'exploiter pleinement toute l'étendue de son intelligence. Un rôle qui, en définitive, lui correspondait parfaitement. Ce spectacle où Ultima s'approche innocemment de sa proie en riant aux éclats, la remerciant presque avec candeur d'avoir commis un crime, demeure connu de tous les habitants de Tempest comme un véritable symbole de terreur pure. Et pourtant, cette même Ultima, dès qu'elle se retrouve en présence de Limule, laisse transparaître une loyauté d'une sincérité désarmante. C'est précisément ce contraste saisissant qui constitue, sans doute, l'essence même du personnage d'Ultima. Mais surtout, la raison principale pour laquelle Ultima voue un tel respect à Limule tient au fait que celui-ci ne cherche jamais à l'enchaîner ni à la brider. À l'époque où elle vivait encore dans le monde démoniaque, Ultima dissimulait sa véritable nature sous une existence répétitive et profondément ennuyeuse. Elle torturait, elle frappait, encore et encore, sans que rien ne parvienne jamais à combler ce vide obscur tapi au plus profond de son être. Pour Ultima, Limule représente l'unique existence à l'avoir sauvée de cet ennui éternel et sans fin, le seul maître, ou presque, qui lui donne l'impression qu'elle pourrait un jour dévoiler ses véritables sentiments dissimulés derrière son sourire enjoué. Bien entendu, jamais elle n'admettrait une telle chose à voix haute. Mais Carrera reste, parmi les trois sœurs, celle qui affiche le tempérament le plus belliqueux et celle dont les émotions sont les plus faciles à décrypter. Guy Crimson lui-même la décrivait autrefois comme quelqu'un qui, dès qu'elle sentait qu'un combat tournait à son désavantage, lançait quelques paroles de défi avant de prendre la fuite. Dagruel, quant à lui, affirmait qu'un pays tout entier risquait de s'effondrer si jamais cette furieuse venait à s'y montrer, tandis que Léon Cromwell avait purement et simplement haussé le ton pour lui signifier un refus catégorique, tant elle représentait à ses yeux un problème d'une ampleur considérable. Alors pourquoi cette même Carrera, qui semait autrefois une telle terreur, réserve-t-elle aujourd'hui son respect exclusivement à Limule ? Sa dévotion envers Limule s'explique peut-être, d'une certaine manière, de la façon la plus simple qui soit. Lors de leur toute première rencontre, Carrera avait délibérément déployé toute son aura intimidante en direction de Limule, un réflexe purement instinctif chez elle, forgé par des siècles de survie au sein du monde démoniaque, consistant à toujours tester son interlocuteur. Diablo, pour sa part, semblait alors sur le point d'exploser de colère face à un tel affront, mais Limule, lui, est resté d'un calme absolu, ne se laissant nullement impressionner par cette démonstration de force. Même si ce sang-froid n'était peut-être, en réalité, que le fruit d'une innocente ignorance de la situation, aux yeux de Carrera, cela suffisait amplement à faire de lui une existence d'un rang bien supérieur au sien, un être capable de rester impassible, même face à toute sa pression intimidante. Vint ensuite l'acte de nomination, dont l'origine, tout comme pour Diablo, renvoie d'ailleurs à une célèbre voiture de sport. Il s'agit là d'un fait indiscutable. C'est bel et bien grâce à cette nomination que Carrera est parvenu à évoluer,
passant du statut d'archidémon à celui de duc-démon. Cette montée en puissance représentait, pour elle, la preuve la plus concrète et la plus tangible qui soit. En demeurant sous l'autorité de cet être, elle pourrait continuer à devenir toujours plus forte. Limule est allé plus loin encore en lui confiant le poste de président de la Cour suprême, une décision pour le moins audacieuse de sa part, typique de son sens de l'humour particulier, consistant à demander à cette furie indomptable de veiller elle-même au respect scrupuleux des lois. Il faut néanmoins rappeler que les démons, par nature, se montrent toujours d'une équité irréprochable dès lors qu'il s'agit de contrats ou d'engagements pris et qu'ils ne plient jamais devant la violence ou le pouvoir, aussi grand soit-il. De ce point de vue précis, on pourrait presque dire que Carrera possédait, malgré les apparences, toutes les qualités requises pour endosser ce rôle de magistrate suprême. Malgré une certaine maladresse initiale, elle s'est acquittée de sa tâche avec un sérieux inattendu, allant jusqu'à apprendre les rudiments du maniement du sabre auprès de son talentueux subordonné Aguera, et s'efforçant sincèrement d'approfondir sa compréhension des procédures judiciaires les plus complexes. Cette femme qui, autrefois, ne connaissait rien d'autre que la destruction pure et simple, a ainsi progressivement grandi pour devenir une véritable gardienne du droit et de l'ordre. Cette transformation profonde constitue, à n'en pas douter, le fruit du magnétisme mystérieux et unique qu'exerce Limule sur ceux qui l'entourent. On ne saurait évoquer les sentiments de Carrera envers Limule sans mentionner l'expérience marquante qu'elle a vécue lors de la guerre contre l'Empire de l'Est. Au cours de ce conflit contre l'Empire oriental, Carrera s'est retrouvé engagé dans un duel absolument mortel contre Kondo Tatsuya, le commandant en chef classé numéro 1 des gardes impériaux. Bien qu'humain d'origine, Kondo était réputé comme l'un des plus grands guerriers que l'Empire ait jamais connu. Un adversaire d'une telle envergure que même après que Carrera eut fini par acquérir sa compétence ultime, elle ne parvenait toujours pas à en venir à bout immédiatement. Finalement, Kondo a fini par succomber sous les assauts de Abyss Annihilation déchaînés par Carrera. Mais à l'instant même de sa mort, Kondo lui a néanmoins confié le pistolet doré dans lequel était scellée sa propre compétence ultime. Plus tard, sous l'effet de la compétence ultime de Masayuki, Kondo est brièvement revenu dans le monde cardinal, usant une nouvelle fois de sa puissance pour venir en aide à Carrera alors qu'elle se trouvait dans une situation désespérée. C'est à ce moment précis que Kondo a saisi la main de Carrera. Et elle, qui d'ordinaire toise toujours ses interlocuteurs du haut de sa superbe avec un mépris affiché, s'est alors surprise à rougir sous l'effet de la gêne. Ce simple fait suffit à démontrer à quel point Carrera, malgré son apparence de créature dénuée de toute humanité, possède en réalité des sentiments profondément humains. Après avoir traversé une telle expérience, que représente donc Limule pour elle désormais ? Limule lui a offert une scène de bataille à sa mesure, une occasion de grandir et d'évoluer, et surtout, il lui a permis de vivre une rencontre inoubliable avec Kondo Tatsuya. Cette même Carrera qui, à l'époque où elle vivait encore dans le monde démoniaque, ne connaissait rien d'autre que la destruction perpétuelle, protège désormais des trésors, dirige ses propres subordonnés, retient ses larmes au cœur même du combat, et laisse même parfois transparaître, comme on vient de le voir, une certaine timidité bien involontaire. Et à la racine profonde de tous ces changements se trouve, indéniablement, la présence de Limule en tant que maître et souverain. Une vérité que Carrera, très certainement, ne formulera jamais elle-même à voix haute. Parmi les trois sœurs, celle qui possède la fierté la plus démesurée, mais également l'âme la plus complexe et la plus tourmentée, demeure incontestablement Testarossa. Comment cette même femme, qui affirmait autrefois avec une conviction absolue que l'idée même de se placer sous les ordres de quiconque relevait de l'impensable pour un être de son rang primordial, en est-elle venue à jurer une loyauté éternelle et sans réserve à Limule ? Pour comprendre cela, il faut d'abord se pencher sur les toutes premières paroles qu'elle a prononcées lors de leur première rencontre. Au moment même où Testarossa s'est retrouvée pour la première fois face à Limule, elle a prononcé ces mots, devenus depuis lors célèbres. Depuis l'instant précis où ses yeux s'étaient posés sur lui, son cœur n'avait cessé de battre la chamade d'une émotion qu'elle ne parvenait pas à contenir. Il ne s'agissait absolument pas là d'une simple formule de politesse mondaine. Le simple fait qu'une créature aussi fière et hautaine que Testarossa puisse prononcer de telles paroles dès une première rencontre constitue en soi un événement absolument sans précédent dans toute l'histoire du monde démoniaque. Pourquoi une telle réaction s'est-elle produite chez elle ?
L'une des explications avancées à ce sujet concerne la question de la couleur de l'âme. Saviez-vous que les créatures de la nature des démons possèdent la capacité de percevoir la couleur de l'âme de leurs interlocuteurs? Cette couleur permettrait, selon leur perception, de révéler la nature profonde de l'être observé. Le violet, par exemple, serait associé à la cruauté, tandis que le vert évoquerait plutôt un tempérament sérieux et appliqué. Or, l'âme de Limul rayonnait d'un éclat totalement différent de tout ce que Testarossa avait pu observer chez quiconque auparavant. Lors du moment précis où Limul a évolué vers son statut de véritable roi démon, son âme se serait mise à scintiller de 7 couleurs distinctes, comme pour illuminer et colorer la réalité elle-même tout autour de lui. Il est fort probable que Testarossa ait perçu cet éclat particulier avec une acuité bien plus fine que n'importe qui d'autre. L'instinct profond d'une démone aussi fière qu'elle lui soufflait, sans le moindre doute possible, que cette existence était fondamentalement différente, exceptionnelle, spéciale entre toutes. C'est ainsi que Limul a confié à Testarossa le poste de ministre des Affaires étrangères, une fonction qui correspondait à la perfection à ses talents. Pour une femme dotée d'une maîtrise aussi précise de l'énergie démoniaque, d'un tel niveau de compétences techniques et d'une intelligence stratégique aussi affûtée, il ne pouvait tout simplement pas exister de poste plus approprié. Limul avait su percevoir avec exactitude l'étendue véritable de ses capacités et lui avait offert précisément l'endroit où elle pourrait exprimer pleinement tout son potentiel. Pour honorer cette confiance qui lui était accordée, Testarossa a mis à profit son talent inné pour la négociation ainsi que ses compétences en matière de collecte de renseignements, contribuant ainsi activement à soutenir toute la diplomatie de Tempest. Un jour, dans un cadre plus intime, alors qu'elle avait préparé et servi du thé à Limul, celui-ci l'a qualifié de mets d'une qualité comparable à ceux que l'on pourrait servir à un être de rang divin. On imagine sans peine à quel point ce simple compliment a pu représenter, pour Testarossa, une joie immense et profondément sincère. Voir ainsi cette Testarossa, si fière et si hautaine, rencontrer un jour l'existence de Limul et se surprendre elle-même à se soucier autant du bien-être d'un simple slime, voilà précisément ce qui souligne, avec le plus d'éclat, toute la beauté profonde du personnage qu'est Testarossa. Voilà donc pour cette vidéo consacrée aux figures que les trois sœurs respectent au sein du monde de Tensura. Ces trois femmes se sont révélées être bien plus que de simples démones surpuissantes. Elles incarnent des êtres d'une profondeur remarquable, capables de reconnaître la force et l'intelligence d'autrui et de leur témoigner un respect sincère. Le fait de voir ces créatures, qui trônaient autrefois au tout sommet du monde démoniaque, apprendre de nouvelles valeurs et continuer de grandir au sein de cette nation si singulière qu'est Tempest, constitue un spectacle véritablement passionnant à suivre. Et vous, quelle figure vous a le plus marqué parmi toutes celles évoquées aujourd'hui? N'hésitez surtout pas à nous le faire savoir en commentaire. Cette chaîne continuera, dans les prochaines vidéos, d'explorer en profondeur l'univers de Tensura pour vous permettre d'en profiter toujours davantage. Alors si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Sur ce, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.